Bienvenue sur ITV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Tirara Sourakhata. Tirara Sourakhata est un Sénégalais qui vit en Chine depuis 16 ans. C'est un homme d'affaires. Il travaille beaucoup avec les Chinois et le gouvernement chinois. Vous savez bien pourquoi nous l'avons invité aujourd'hui, c'est pour parler de coronavirus avec la Chine. Le foyer est parti de ce pays. Aujourd'hui, ce virus s'est propagé à travers le monde. Tenez-vous bien. Les pays du monde les plus touchés sont aujourd'hui l'Italie, qui est l'épicentre. Rien que la journée d'hier, le 16 mars 2020, l'Italie a enregistré 368 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, un record, ce qui porte le nombre de morts à 1809 pour 24 747 cas. Les pays les plus touchés par l'épidémie après la Chine sont l'Italie donc, avec 1800 morts pour 24 747 cas, avec l'Iran, 724 cas, l'Espagne avec 148 morts et la France avec 127 morts. D'ailleurs, nous avons appris que la France pourrait bientôt entrer dans ce qu'on appelle le confinement. Sourakhata, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vécu en Chine pendant 16 ans. Vous parlez très bien chinois. Dites-nous, est-ce que ce coronavirus qui est en train aujourd'hui de faire des ravages à travers le monde était quelque chose d'attendu ou bien quelque chose que l'on pouvait voir se révéler en Chine? Merci d'abord de m'avoir invité sur le plateau. Donc, je dirais que quelque chose d'attendu, on a entendu toutes sortes de spéculations, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que c'était carrément attendu. Mais bon, nous avons tous vu comment la Chine a su gérer la situation. Donc, personnellement, étant quelqu'un qui avait vécu en Chine depuis pratiquement 16 ans, je me disais que ça ne pouvait être que quelque chose qui va très bientôt passer. Parce que personnellement, je me suis dit que connaissant la Chine et leur façon de gérer des situations d'urgence pareilles, donc en un temps record, je croyais vraiment qu'ils pouvaient vraiment s'en sortir. Et ils l'ont prouvé au monde entier. Aujourd'hui, ils ont quand même démontré qu'ils sont capables vraiment de gérer des situations vraiment quand même assez sérieuses. Beaucoup de choses ont été dites sur la Chine. Certains accusent même le mode de consommation en Chine en disant que là-bas, les Chinois mangent du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que les gens disent que le virus pourrait partir de la chauve-souris ou bien des pangolins? Oui, ça, il fallait s'y attendre. Des maladies pareilles, donc il fallait vraiment s'attendre à ce que les gens parlent de tout ce dont ils croient être vraiment la cause de cette maladie. Mais quand on parle des animaux et autres, en Afrique ici, quand tu pars dans des pays comme l'Afrique centrale, que j'ai vécu aussi, donc c'est des viandes aussi que les gens consomment beaucoup. Donc moi je crois que la provenance de la maladie, la source de cette maladie, je ne peux pas vraiment m'y prononcer parce que je ne connais pas. Mais j'étais quand même très rassuré que vraiment ça sera une situation qui sera gérée dans un temps vraiment record. Et c'est ce qu'on a vécu maintenant aujourd'hui. Comment vous avez vécu en Chine avec les Chinois? Comment vous les voyez en tant que travailleurs, en tant que gestionnaire d'un pays? Oui, je crois que je vais quand même utiliser un discours qui risque de surprendre beaucoup de gens, parce que personnellement, je crois que c'est des gens qui sont super bien. On a l'habitude en général de se poser la question à savoir comment la personne se comporte avec moi, comment il me reçoit dans son pays, mais on ne se pose jamais la question à savoir comment est-ce que nous nous comportons. Voilà, donc moi j'ai été en Chine pendant 16 ans et j'y suis jusqu'à maintenant. Donc je vis très bien, je me sens même comme si j'étais dans mon propre pays. Donc je crois que c'est le discours qui est un peu différent de ce que pratiquement tous les Africains ont, comment dirais-je, tendance à croire sur les Chinois. C'est des gens qui sont super accueillants. Donc, mais ça dépendra aussi de qui tu es, de comment tu te comportes avec eux, de qu'est-ce que tu peux leur apporter. Donc je crois que même chez nous, ici, un étranger qui vient et qui ne nous apporte absolument rien du tout, il ne peut pas quand même s'attendre à être le bon hôte, quoi. C'est pas possible. Et comment aujourd'hui vous avez pu vivre en Chine pendant 16 ans avec des Chinois, travailler avec eux jusqu'à parler leur langue?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ça dépend de nous-mêmes. Parce que quand tu vas dans un pays où vraiment tu le retrouves avec leur culture, tu le retrouves avec leur réalité, il faut d'abord apprendre à s'intégrer, à comprendre comment faire, à ce que tu sois accepté par ces gens-là. Donc moi, quand je suis arrivé, je me suis juste dit que d'abord, culturellement, on a beaucoup de similitudes. Hein. Ça, je tiens à le dire. Et donc, je vois aussi que c'est des gens qui sont là, qui s'attendent toujours à avoir des partenaires sérieux, des partenaires vraiment qui ne leur créent pas de problème, des gens avec qui ils peuvent développer ensemble. Eh bien, j'ai compris que c'était la ligne qu'il fallait suivre. Donc, facilement, je me suis fait accepter dans ces pays. Pour être honnête, c'est un pays que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup, hein, je peux le dire. Vous avez travaillé en Chine donc pendant 16 ans, vous revenez au Sénégal, vous faites du commerce. Avec les Chinois, vous travaillez dans le nombre d'affaires. Aujourd'hui, avec le coronavirus, est-ce que vos affaires sont affectées? Oui, ça c'est quelque chose dont il faut s'y attendre. Un pays qui était censé ravitailler le monde entier, on a vu même des multinationales qui pensent à l'après-coronavirus, comment est-ce qu'il faut s'entreprendre avec la Chine. Ben, des entreprises comme nous qui s'attendaient tout simplement à ce que l'industrie chinoise fonctionne pour que l'on puisse vraiment subvenir aux besoins de nos clients, forcément on est affecté. Mais il faut aussi dire que le virus est apparu en Chine au moment où c'était le Chinese Spring Festival, leur nouvel an. Donc normalement, dans la mentalité africaine, les gens se disent souvent que le mois de février est en période de fête. Donc normalement, on pouvait dire que si tout allait bien, s'il n'y avait pas ce virus, normalement, on devait retourner en Chine en début mars. Mais on a vu maintenant que on a entamé le mois de mars. Et au moment où la Chine a eu le contrôle sur cette épidémie, on a aussi vu que le reste du monde est affecté. Donc ça, c'est devenu encore autre chose. Donc ça commence à bouleverser la situation. Donc c'est devenu encore plus grave encore maintenant. Comment vous allez gérer ça? Vous êtes une entreprise, vous avez des employés en Chine, ici au Sénégal, vos affaires sont affectées. Est-ce que vous avez des alternatives pour faire prospérer vos affaires? Oui, heureusement qu'aujourd'hui, moi j'ai pratiquement plus de 40 employés en Chine. Heureusement que depuis le 21 du mois de février, ils ont autorisé à toutes les entreprises étrangères vivant, comment on appelle ça encore, en Chine, de commencer à exercer. Donc nous, notre entreprise aujourd'hui a redémarré, mais jusqu'à présent, les clients ont une peur en eux-mêmes. Donc beaucoup de gens ne voulaient pas repartir, ils s'attendaient à ce qu'ils puissent être bien quand même rassurés. Mais il s'est trouvé encore aujourd'hui que le moment où la Chine a redemandé aux acheteurs, aux entreprises de redémarrer leur travail, eh bien, le monde est affecté. Donc là, ils sont en train de se préparer pour que le virus ne soit pas réimporté vers la Chine. Donc c'est ce qui est devenu maintenant le nouveau problème, donc qui sera très difficilement géré. Ça, il faut le reconnaître. Un homme d'affaires, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Oui, un homme d'affaires aujourd'hui, on est obligé de supporter la situation telle qu'elle est. Eh bien, 40 employés en Chine, donc il faut aussi s'attendre à payer les salaires. Ce n'est pas parce qu'il y a un virus qu'on ne doit pas payer les salaires. Donc la clientèle qui devait aller se ravitailler, ils ne peuvent plus partir. Donc c'est devenu un moment difficile, très difficile. Vous avez été dans beaucoup de situations de trade d'union entre les pays africains et la Chine, en aidant les pays africains à s'introduire au niveau de gouvernement, pour aider les gouvernements à s'introduire dans les affaires en Chine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers qui étaient en jachère entre la Chine et le Sénégal, la Chine et d'autres pays africains. Est-ce que ce coronavirus peut affecter ces grands travaux que la Chine fait en Afrique? Forcément, il faut vraiment s'y attendre parce que le coronavirus n'a pas seulement affecté les relations chino-étrangères, je voulais dire chino-sénégalaises ou d'autres pays. L'économie interne chinoise a aussi été affectée. Nous avons tous vu le montant que le gouvernement chinois a réinjecté dans l'économie pour rebooster l'économie chinoise. Donc c'est des choses dont il faut forcément s'y attendre, que vraiment il y aura quand même un bouleversement dans tout ce qui a été entrepris entre le gouvernement chinois et nos différents gouvernements africains. Mais je crois qu'on a affaire à un pays puissant. On a affaire à un pays puissant qui vraiment, bon, à mon avis, ils vont se rétablir très rapidement. Nous avons vu que la situation n'est pas totalement finie en Chine, mais nous avons tous vu aujourd'hui le gouvernement chinois faire face au reste du monde entier. Donc ils ont envoyé des médecins et des médicaments en Italie, ils veulent faire de la même sorte en Iran, et le Sénégal aussi, ils sont en train de préparer quelque chose à tout bas. Donc c'est la puissance chinoise qui fait que vraiment, je dirais que c'est une chance pour le monde que la chose a commencé en Chine. Ça aurait dû être un autre pays, peut-être ça pouvait être beaucoup plus difficile aujourd'hui.
Ce virus est venu en Chine, où là on vit le gouvernement chinois, comment les gens sont comportés, la discipline et l'ordre. Comment les Chinois gèrent justement cette discipline et cet ordre qui manque à beaucoup de pays africains? Ah ben ça, c'est ce qui fait la force de la Chine aujourd'hui. La force de la Chine, c'est le respect envers l'État chinois et la discipline du peuple chinois. Et c'est ce qui a démontré aujourd'hui quand le gouvernement chinois a demandé à ce que la province de Hubei soit en quarantaine. Il n'y a pas eu une seule personne qui a pipé mot. Hein. Tout le monde s'est à écouter ce que le gouvernement a donné comme instruction. Et ils ont fait même mieux. Nous avons vu dans des villes où c'est les citoyens lambda qui se levaient pour protéger leur quartier. Mais moi, je crois que c'est le devoir de tout un citoyen. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à indexer le gouvernement, les mesures qui ont été mises en place, et ils ont pris les mesures en retard. Ou bien, mais il ne faut pas aussi oublier que vous-même, vous êtes concerné. Quand la maladie vous attaque, c'est vous-même qui avez le problème. Donc, c'est pourquoi tout un chacun doit se lever et faire face à la situation, ne pas tout simplement attendre à ce que le gouvernement donne des instructions et autres. Donc, c'est ce qui fait la force de la Chine aujourd'hui. Le peuple chinois s'est levé, debout, rallié derrière le gouvernement chinois, et ils ont réussi à combattre un fléau qui pouvait être très, très, très difficile hein, si ça avait débuté dans d'autres pays. Est-ce qu'aujourd'hui les pays africains peuvent prendre l'exemple sur la Chine en termes de gouvernance, en termes de gestion des pandémies, comme celle du coronavirus? Mais oui, s'ils le souhaitent et que le peuple coopère. Le gouvernement seul ne pourra jamais le faire. Il faut que le peuple coopère aussi. Dans nos pays, on a tendance à dire que voilà, la liberté d'expression, donc la liberté de faire ce que tu veux. Eh bien, dans ces situations, il faut reconnaître que ça sera très, très, très difficile. La Chine, c'est un pays que je respecte beaucoup. Mais il faut aussi le reconnaître que ce qu'ils ont eu à gagner et à faire aujourd'hui, c'est dû au système de fonctionnement de leur pays. Ici au Sénégal, je dirais pas que ce n'est pas possible, mais ce sera très difficile. Nous avons vu le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, prendre des mesures pour la protection de la nation. Mais on a vu des réactions de tout un chacun. Mais on en félicite aussi les chefs religieux qui ont bien coopéré. Mais le peuple sénégalais, vous les voyez sur les réseaux sociaux, tout un chacun se permet de dire ce qu'il veut. Mais ça, c'est ce qui n'existe pas en Chine. Ce qui n'existe pas en Chine. Mais aujourd'hui, vous avez donc travaillé beaucoup en Chine. Vous avez vu les mesures qui sont prises au Sénégal. Et ces mesures prises par le chef de l'État du Sénégal, est-ce que vous pensez, avec la classe politique sénégalaise, quand même, qui, c'est rare, accepter d'accompagner le chef de l'État? Comment le Sénégal doit faire aujourd'hui pour lutter efficacement contre ce virus? Ben, moi, si je devais donner un conseil aujourd'hui, ce que je dirais, c'est de se rapprocher d'abord à notre personnel diplomatique au niveau de la Chine et se rapprocher aussi auprès de l'ambassadeur de la Chine au Sénégal et leur demander conseil sur comment ils ont su gérer surtout cette épidémie au niveau de la Chine. Parce qu'il faut aussi reconnaître que quelqu'un qui vous a devancé à une situation peut être votre meilleur conseiller, surtout s'il le réussit. Le monde entier a vu vraiment que la Chine a su gérer cette situation dans un délai très, très, très record. Nous avons l'ambassadeur de la Chine qui est là à côté, nous avons notre ambassadeur, M. Mamoudou Ndiaye, au niveau de Beijing. Eh bien, ces deux parties peuvent vraiment nous accompagner à peut-être utiliser la même stratégie que la Chine, qui normalement a aussi besoin d'être soutenue, surtout par le peuple sénégalais. Il y a aussi le fait que des Sénégalais sont dans des pays qui sont touchés par le coronavirus. Vous êtes aussi de la diaspora. Les Sénégalais qui sont en Italie, qui sont en France, qui sont en Espagne. Les voix s'élèvent ici au Sénégal pour dire pourquoi l'État du Sénégal n'a pas pris la décision de fermer les aéroports, les vols de ces pays en partance pour le Sénégal pour éviter que le virus ne soit propagé. Oui, je comprends ceux qui pensent ainsi, mais je crois que l'État aussi est très bien placé pour savoir les mesures à prendre et au moment où il faut le prendre. Eh bien, moi, ce que je vais dire par rapport à la diaspora sénégalaise, il faut surtout penser à la situation de notre nation, à la capacité de notre nation. Donc ne pas vraiment exposer notre pays dans des situations où vraiment ça peut être dramatique. Donc c'est pour cela qu'on a vu l'exemple de la propagation de ce virus aujourd'hui au niveau mondial. C'est dû à, comment dirais-je, la plupart de ces pays infectés aujourd'hui, ce sont les pays qui ont eu à, comment dirais-je, envoyer leurs ressortissants à leurs pays respectifs. Donc la diaspora sénégalaise doit être le premier collaborateur du Sénégal. Comprendre que voilà, même s'ils croient qu'ils ne sont pas infectés, ils doivent quand même
s'assurer ou bien attendre à ce que la situation se stabilise avant de quitter leur pays respectif. D'autant plus que la plupart de nos Sénégalais qui sont en Europe, ils ont des soins meilleurs dans ces pays, je crois bien. Donc pourquoi ne pas rester dans une situation où, s'il s'avérait que vous êtes atteint, que vous puissiez vraiment avoir des soins vraiment qui peuvent vous sortir de la situation. Donc c'est ce que je crois. On a vu le président décider de ne pas rapatrier les étudiants de Wuhan. Et on a eu... On a entendu tout ça. Les Sénégalais n'avaient pas compris, ils ont estimé que le président avait abandonné les Sénégalais. Voilà, on a entendu toutes sortes de discours, on a même vu des gens qui organisaient des télétons. Les gens n'ont pas compris que ce n'était pas un problème financier. Le problème, c'était que le plateau de santé sénégalais, aujourd'hui, peut-être ne pouvait pas faire face à la situation. Donc, l'histoire aussi a donné raison au président Macky Sall. Aujourd'hui, si on avait peut-être ramené ces Sénégalais, qu'ils reviennent dans un pays où aujourd'hui on se retrouve avec cette situation, ça aurait dû être beaucoup plus grave que s'ils restent là-bas. Parce que là-bas, aujourd'hui, ils ont su maîtriser la situation. Et nous, maintenant, on se retrouve avec le début de la situation. Donc, je crois que ça a été bien réfléchi, l'idée qui a été prise par le président de la République. Et nous demandons vraiment à nos compatriotes sénégalais qui se trouvent en Europe et aux États-Unis, un peu partout dans le monde entier, de rester dans le pays respectif, dans le pays d'accueil. Surtout parce que même si vous ne pensiez pas à pouvoir transporter la maladie, pensez au fait qu'il y a quand même des soins meilleurs dans ces pays-là, peut-être mieux qu'ici, c'est ce que je crois. Donc voilà le conseil que je vais lancer par rapport à ceci. Le modèle économique chinois a été vanté à travers le monde. La Chine arrive aujourd'hui à avoir de l'autosuffisance pratiquement dans beaucoup de choses, alimentaires et tout. Le Sénégal a beaucoup de ressources, mais continue à dépendre pratiquement de son commerce vis-à-vis de la Chine et d'autres pays. Qu'est-ce que le Sénégal doit faire aujourd'hui pour tirer les conséquences de ce virus, pour ne pas dépendre davantage de ces pays? Oui, vous savez, pour développer un pays, il faut forcément soutenir le secteur privé national. Moi, je tiens à le dire et à le répéter. Et je crois aussi à ce secteur privé que je considère étant secteur qu'il faut vraiment soutenir. Surtout ce que l'on appelle l'informel. Vous savez, vous avez des jeunes Sénégalais qui sont là, qui commencent de rien, qui se retrouvent aux différentes intersections de la rue et qui finissent par se retrouver dans des magasins et qui finissent par aller à la découverte du monde entier. Eh bien, quelqu'un qui a commencé de rien, qui s'est retrouvé dans des avions pour aller importer de la marchandise pas partout, mais dites-vous que voilà une personne qui a su se développer. Mais il a juste besoin d'une assurance, d'un soutien, d'un parrainage, pour pouvoir vraiment aller au-delà de ses limites. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, moi je crois que personnellement, je les fréquente, c'est des gens avec qui je travaille beaucoup, je sais de ce dont ils sont capables, et je crois qu'il faut miser sur ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, s'attendre tout simplement à ce que les privés étrangères viennent investir dans le pays, c'est à mettre à risque notre secteur privé aussi aujourd'hui. Tuer notre économie locale en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des gens qui sont capables de le faire. On a des gens qui ont une sorte de peur, de crainte, mais il faut travailler ceci, leur faire comprendre qu'ils sont utiles au pays, leur faire comprendre qu'ils sont la solution du développement de notre pays et les rassurer. Je suis sûr que s'ils ont ceci, s'ils ont cela, eh bien, ils vont jouer leur part du jeu pour le développement du pays. Oui, on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais, comme vous avez dit, qui sont dans l'informel, qui travaillent avec les Chinois aux années de centenaire, qui revendaient les produits importés de la Chine. Avec le coronavirus, les produits ne sont plus importés. Les jeunes sont dans un total désarroi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes-là aujourd'hui? Mais surtout, c'est ce que je disais, il faut travailler pour... En fait, nous, on se limite tout simplement à l'importation aujourd'hui. Pourquoi ne pas aller passer à l'étape du petite et moindre industrialisation de notre pays? C'est possible. Quelqu'un qui a débuté de rien, qui est allé jusqu'au top du niveau d'importation, l'étape à suivre, c'est l'industrialisation. Mais cette industrialisation, s'il ne passe pas cette étape, en fait, ce n'est pas aux commerçants ou au secteur privé qu'il faut poser cette question. Moi, je pose la question à l'État. Je me dis, c'est de leur rôle aujourd'hui d'aller envers ces gens-là, leur faire comprendre que voilà l'étape à suivre. Et pour cela, nous avons besoin de vous et nous allons vous parrainer. Voilà ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va jusqu'au niveau top de son secteur d'activité et qui s'arrête à ce niveau et que toi, le gouverneur, tu sais réellement qu'il te faut autre chose différente de ce qu'il est en train de faire, il faut juste une motivation, une assurance. Mais la personne, il ne cherche qu'à se faire de l'argent. Vous lui montez une voie sur laquelle il peut se faire plus d'argent, il va le suivre. Voilà ce qu'il faut faire.
Qu'est-ce qu'il faut faire dans le secteur gazier pétrolier? On dit que le Sénégal va devenir bientôt un pays de gaz et de pétrole. Vous avez l'expérience en Chine, vous avez vu les Chinois, comment ils faisaient pour faire ce qu'on appelle le transfert de technologie. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal est dans une position où il pourrait demander aux Chinois qui viennent investir au Sénégal de faire aussi un transfert de technologie? Rien n'est possible si le gouvernement veut, vous voyez un peu. Ça dépend de nos autorités. Vous savez, quelqu'un qui s'intéresse à un produit qui se trouve dans ton pays, ben, cette personne doit se fier au règlement que vous mettez en place. Ben, quand ils viennent, vous leur exigez à ce que vraiment le partenariat doit se faire de sorte que la technologie puisse se transférer. Ben, il va l'accepter parce qu'il est venu, parce qu'il a quelque chose qui l'intéresse dans ton pays. Ben, si vous lui facilitez aussi la tâche, vous l'acceptez tout ce qu'il réclame, tout ce qu'il veut, ben, il va prendre la voie qu'il souhaite prendre. Et ça dépend, tout ceci dépend de notre façon de négocier nos partenariats, nos contrats, nos accords avec nos différents partenaires. Ça, c'est basé sur ça. La technologie se transfère sur demande. Eh bien, si la personne vient et qu'il puisse récolter vos ressources, sans pour autant qu'il y ait une exigence, mais il ne va jamais le faire. Mais quand il vient et qu'il a besoin de ces ressources et que vous l'exigez à ce qu'il y ait un type de partenariat qui vous permet de vous acquérir de cette technologie, ben, sachant qu'il va toujours gagner, il est obligé d'adhérer à ce type de partenariat. C'est pourquoi quand on parle du fait que les Chinois ne transfèrent pas de technologie, ou que tel pays ne transfère pas de technologie, ben moi je dis que ce n'est pas eux les fautifs. Le fautif, c'est nous qui négocions ce type de partenariat. Il faut exiger à ce que la personne puisse venir gagner chez toi. Ben oui, un étranger qui vient investir, c'est pour gagner. Moi, je ne refuse pas ce que vous gagnez. Mais moi, qu'est-ce que je veux en gagner aussi? Vous avez assisté justement à des négociations entre le gouvernement africain, le gouvernement chinois, le gouvernement sénégalais et le gouvernement chinois. Est-ce que dans les négociations, vous voyez les pays africains exiger justement ce transfert de technologie et dans les contrats, préserver les intérêts de l'Afrique? Je suis désolé de le dire, mais malheureusement pas. Je suis même obligé d'aller au-delà. Je dis souvent qu'on est de Nougawa de Lubois. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient envers vous est différent d'une personne que vous allez envers lui. Mais si une personne vient envers vous, c'est parce qu'il a quelque chose qui l'intéresse en vous. Si vous exigez réellement à ce que vraiment vous soyez aussi vraiment bénéficiaire, ben, il est obligé de se fier à ce plan pour pouvoir vraiment gagner ce qu'il cherche chez vous. J'ai l'habitude de dire que notre partenariat avec la Chine, je suis désolé de le dire, mais on pouvait gagner beaucoup plus que ce que l'on gagne aujourd'hui. Parce que la Chine est capable d'aller au-delà de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans notre pays. C'est parce que nos dirigeants sont peu exigeants? On est très peu exigeants. Et on les connaît aussi mal. Hein. Vous ne connaissez pas, si vous ne maîtrisez pas une situation, vous ne maîtrisez pas une personne, ce sera très difficile de négocier avec cette personne. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, la Chine, ils sont prêts à aider, mais pour ceux qui réclament beaucoup. Mais on a vu des bourses d'études. Moi, je suis désolé de le dire aujourd'hui. J'ai vu des bourses d'études octroyées à certains pays, je crois, 200, 300, 400, 500 bourses d'études. Mais je vois au Sénégal récemment qu'on a eu que 75 bourses d'études. Et on s'en glorifiait. Eh bien, moi, je dis que 75 bourses d'études, une entreprise chinoise pouvait nous le donner. Vous voyez un peu. Donc, c'est comment négocier ce que vos types de partenariats avec vos partenaires. Justement, quelles sont les ficelles pour négocier avec le Chinois? Oui, mais ça, c'est... Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Quelle est l'intelligence qu'il faut avoir pour ça? Il faut connaître d'abord ce que le partenaire veut. Ça dépend de la situation dont vous allez négocier. Vous venez envers quelqu'un pour négocier, envers les Chinois, que je dois préciser. D'abord, il faut voir qui est parti envers l'autre d'abord. Sur quel type de partenaire vous devez négocier. Et vous partez demander quelque chose, vous pouvez être en position de faiblesse. Mais quand quelqu'un vient négocier, peu importe ce qu'il doit négocier avec vous, mais vous avez aussi ce dont vous avez besoin. Je vais prendre l'exemple sur l'agriculture aujourd'hui. Nous glorifions de l'exportation de l'arachide au Sénégal. Mais on pouvait en faire dans beaucoup d'autres secteurs d'activité dans l'agriculture. Mais comment? En faisant quoi? Je dirais aujourd'hui, l'agriculture, il y a pas mal de produits qu'on pouvait demander aux Chinois de nous amener leur technologie et leurs exigences sur ces produits pour que l'on puisse vraiment leur exporter ces produits. La Chine, aujourd'hui, je prends l'exemple de la viande aujourd'hui. Vous voulez soutenir les éleveurs. Mais pourquoi ne pas faire en sorte que l'élevage ici au Sénégal puisse, avec l'accompagnement des Chinois, puisse être aux normes exigées par la Chine pour que cette viande puisse être réexportée sur la Chine? Je dirais la même chose dans plusieurs secteurs d'activité.
Vous voyez un peu, l'agriculture, on a pas mal de produits qui ont été importés par la Chine aux États-Unis. On a vu la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Mais c'était au moment pour nos pays africains d'exiger, peut-être à la Chine, de nous amener leur technologie, leur expérience pour adapter notre culture à leurs exigences et que l'on puisse leur revendre ces produits. Et ça, c'est des modèles de négociation qu'on peut exiger. Mais vous voulez soutenir les agriculteurs, vous voulez soutenir les éleveurs, mais en faisant quoi? En leur donnant des exonérations sur des produits, en les accompagnant sur des financements. Mais il n'y a pas que ça. Ils ont aussi besoin d'écouler le produit. Mais pour cela, on a besoin de bons défenseurs de nos différents secteurs d'activité au moment des négociations. Mais aujourd'hui, vous pensez que cette crise avec le coronavirus, cette pandémie, est une bonne occasion pour les États africains, surtout le Sénégal, de revoir sa coopération avec la Chine, de revoir sa manière de faire? Est une opportunité de revoir des choses? Oui, je ne dirais pas une bonne occasion, parce que malheur ne peut jamais être quelque chose de bien. Mais oui, une opportunité, ça. L'opportunité a toujours été devant nous. Vous savez, l'opportunité, moi je dirais que depuis qu'on a connu la Chine, depuis qu'on a eu à avoir un partenariat avec la Chine, c'était le moment de commencer à dire qu'on avait des opportunités à exploiter. Vous savez, donc la Chine, aujourd'hui, si nous exigeons ou nous demandons à ce qu'ils nous accompagnent dans les secteurs d'activité qui peuvent nous aider à développer notre pays, sachant qu'ils ont aussi besoin de notre partenariat, et je suis sûr qu'ils vont nous accompagner. Je suis sûr qu'ils vont nous accompagner. En fait, on n'a pas meilleur partenaire aujourd'hui que la Chine, à mon avis. C'est des gens qui viennent, qui s'attendent à ce que vraiment le partenariat soit gagnant-gagnant. Mais ils ont l'habitude d'utiliser ce mot gagnant-gagnant, mais d'autres se disent que ça n'existe pas. Mais moi, je dis que ça existe. C'est possible. Mais il faut savoir comment procéder à une négociation qui vous permet vraiment de gagner votre part du gâteau. Mais si je vous dis, voilà, c'est un type de partenariat gagnant-gagnant et que vous n'êtes pas exigeant sur la négociation, je prends la grande partie. Si vous n'exigez pas d'en prendre la moitié, mais je peux prendre plus, j'ai la possibilité. C'est ça le problème, au fait. Oui, très rapidement, vous avez vécu pendant 16 ans en Chine. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez aux Chinois par rapport au Sénégal? Oui, en chinois,我应该说，今天我们非洲人非常需要中国的合作。今天我在中国生活了16年，我觉得是今天非洲最需要的国家，现在就是中国。非洲人民需要你们，需要你们，因为我今天的生活的改变，我相信需要靠中国。Soura Khata, merci d'avoir été venu sur le plateau de Questions Directes pour parler avec vous, parce que vous êtes un homme d'affaires sénégalais qui a vécu pendant 16 ans en Chine, qui travaille en Chine, qui a des employés là-bas et des employés au Sénégal. Nous parlons des conséquences du coronavirus sur le commerce entre le Sénégal et la Chine et de façon globale la coopération chino-sénégalaise. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Merci.